Donc, j'avais commencé à mettre en place la semaine dernière ma vision du théorème de Krein-Rootman, où je vais mettre, des hypothèses en fait beaucoup plus faibles que les théorèmes classiques, qui ne suffiront pas à regarder toutes les équations qui m'intéressent. Donc T, c'est une résolvante d'un opérateur. Il faut penser que je vais parler d'une application T qui agit dans un espace que je vais prendre pour simplifier un espace de Banach. En fait, un espace vectoriel métrique complet suffirait, mais bon, point trop d'infos. Je ne vais pas supposer que T est linéaire, mais je vais supposer que T est positivement homogène. De degré 1. En d'autres termes, T de lambda x égale lambda T de x. Je vais supposer qu'on a un cône convexe fermé non trivial, c'est-à-dire différent de 0. Hein. Le sommet est 0 de ce cône convexe. Quoi d'autre? On pourrait garder 0, mais l'intérêt serait assez limité. Cône convexe fermé différent de 0. Oui, bien sûr, que T est croissante, c'est-à-dire que T de x est supérieur à T de y si x est supérieur ou égal à y, étant entendu que la relation x supérieur à y, ça veut dire que x moins y appartient à k. Bon, alors, la semaine dernière, j'ai indiqué deux choses. Un premier aspect qui est une des hypothèses fondamentales, et je commencerai aujourd'hui en mettant cette hypothèse, c'est que l'intérieur de K est différent du vide. Auquel cas d'ailleurs, K est la fermeture de l'intérieur de K. Ça, c'est une propriété de la convexité. Alors, ça, c'est une hypothèse qui est assez restrictive. J'ai expliqué comment elle marchait assez mal avec des conditions limites de Dirichlet. J'ai expliqué aussi, quand on travaille dans Rn, que c'est problématique parce que les comportements à l'infini ne sont pas forcément comparables. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Tout ça, je l'ai dit la semaine dernière. Et ce que j'ai montré la semaine dernière, c'est que, et je dis que x est strictement plus grand que y si x moins y appartient à l'intérieur de K. Donc, je vais le rappeler ici, un des points cruciaux, ce n'est pas le seul, mais c'en est un, c'est que ça permet, dans ce cône, si l'intérieur est non vide, et puis on verra qu'une généralisation pour se débarrasser de cette hypothèse, ça sera de s'y prendre un peu autrement. Mais pour l'instant, c'est un lemme qui est très simple, qui consiste à dire que si x est dans K et si y est dans l'intérieur de K, alors il existe une constante positive telle que x est inférieur ou égal à c fois y. Bon, donc en particulier, si on a deux points dans l'intérieur de K, on peut toujours les comparer. Donc le problème à résoudre, il y aura d'autres hypothèses que l'on mettra, mais ça sera les hypothèses que j'aurai tout le temps. Parfois, j'en rajouterai, c'est-à-dire qu'on verra apparaître un peu plus tard, je parlerai du cas linéaire, on retravaillera sur l'intérieur de K, mais ça, c'est les hypothèses absolument minimales, et c'est celle-là qui est la plus gênante, comme je viens de le dire. Alors, le problème que l'on cherche à résoudre, c'est trouver un x1 tel que x1 soit égal à lambda tx1 avec x1, disons, dans k-0. Et voilà, et donc trouver lambda 1 et x1, vérifiant ceci. C'est donc la première fonction propre. Première, ce n'est pas évident. En tout cas, là, on la voit qu'elle est positive en ce sens-là. Mais première, ça viendra dans la construction même.
Alors, il me semblait que je voulais dire quelque chose. Oui, il y a donc une hypothèse importante aussi, c'est que le principe comme ceci de monotonie de cet opérateur, c'est vraiment un principe de comparaison, un principe du maximum pour des équations, et je vais supposer qu'on a un principe du maximum fort, que K envoie K privé de 0. Donc si je prends un truc positif qui est non nul, à ce moment-là, son image est dans l'intérieur de K. Alors pourquoi des choses positivement homogènes? Bon, ben d'abord, si on s'intéresse à des valeurs propres, c'est une question qui a... C'est évidemment... Oui, de temps en temps, je mets une... Vous voyez que de temps en temps, je mets une parenthèse pour T de X1, de temps en temps, je mettrai juste Tx1. Mais vous voyez bien que ce que je veux, c'est effectivement qu'on ait une équation qui ressemble vraiment à une équation aux valeurs propres. Et là, j'ai toute la droite ou la demi-droite engendrée par x1. Je parle de demi-droite puisque je cherche des x1 qui sont positifs ou nuls. Donc, je peux multiplier par une constante positive ou nulle et c'est toujours une solution. Bon. Alors, lorsqu'on n'a pas des opérateurs homogènes de degré 1, qu'on a des opérateurs, disons, qu'un T est lipschitziens, beaucoup de choses que je vais raconter fonctionnent, mais dans le passage, il y aura un passage à la limite où on verra bien qu'il y a une renormalisation qui est faite, qui conduit à quelque chose qui est fondamentalement positivement homogène. Donc tout le début ne se référera pas de la positivité de l'homogénéité, mais en revanche, pour réellement obtenir une solution de ceci, l'homogénéité jouera un rôle. Bon, alors pourquoi l'homogénéité? L'homogénéité, j'avais expliqué qu'en fait, j'ai un peu amélioré les démonstrations de l'époque, mais c'est des choses que j'avais observées pour des équations de Bellman, pour l'équation de Monge-Ampère, qu'on pouvait trouver une première valeur propre par une technique assez constructive. Alors, donc, ce que l'on va regarder, c'est l'ensemble des lambda positifs ou nuls, tel qu'il existe un Y, tel que... Oui, alors, j'ai oublié de dire que la stratégie de démonstration que j'avais indiquée la semaine dernière, c'est de prendre un F dans K-0, je ne vais pas m'embêter, je vais le prendre dans l'intérieur de K. Et je vais résoudre tant que je le peux x égale lambda Tx plus F. Donc dans mes équations, je mets un second membre. Et clairement, si lambda est égal à 0, je peux résoudre ce problème-là. Et je vais pousser en lambda jusqu'à ce que, éventuellement, ça casse. Bien, au moment où ça casse, ça sera lambda 1. C'est-à-dire qu'on va pouvoir résoudre les problèmes avec second membre jusqu'à un truc, et on va trouver que c'est lambda 1 avec quelques hypothèses à faire. Donc ça, c'est l'idée que dans toutes ces équations, où il y a une première avec principe du maximum, si on rajoute un terme d'ordre 0, tant qu'on est au-dessus de la première valeur propre, attention au changement de signe, en général on met le membre à droite, si on le mettait à gauche, c'est tant qu'on est au-dessus de moins la valeur propre. Bon, enfin bref, tant qu'on n'atteint pas la première valeur propre, eh bien, le problème peut être résolu sans difficulté, on garde le principe du maximum, etc. Donc ça, c'est un fait classique, on va de toute façon le recomprendre aujourd'hui. Et donc, on se dit, tentons ça, résolvons le plus possible cette équation, et puis quand on ne peut plus, on va regarder de plus près ce qui se passe là. OK, alors, en fait, je vais regarder l'ensemble des lambda, positifs ou nuls, parce que pour lambda égale à 0, il n'y a pas de souci, tel que
tel que l'ensemble des lambda positifs, tel qu'il existe en Y, qui soit une sursolution du problème. Bon, l'intérêt de prendre une sursolution, c'est que ça fait automatiquement un intervalle. Parce que si Y est une sursolution pour un lambda, c'est une sursolution pour tous les lambda primes qui sont plus petits. T envoie K dans K. J'aurais dû dire aussi qu'il était continu. Hein. De sorte que T de 0 est bon, peu importe, de toute façon, comme c'est positivement homogène de degré 1, T de 0, ça vaut 0. Bon, donc, le TY, là, ben, il est plus grand que T de 0, il est positif. TY, c'est dans K. Il existe un Y, pardonnez-moi, dans K. Tel que Y soit supérieur à lambda TY plus F. Bon. OK, alors donc ça, c'est un intervalle qui contient 0. Après, on ne sait pas s'il dépasse de 0, on ne sait pas s'il est ouvert ou fermé, ça, il va falloir l'étudier. Mais en tout cas, c'est un intervalle. Alors, je veux en déduire qu'il existe une solution qu'il existe un X dans l'intérieur de K, d'ailleurs, tel que X soit lambda Tx plus F. Si j'ai une sursolution, j'ai une solution. Là, il va falloir une hypothèse. Quelle hypothèse? Ben, faisons la démonstration et on verra ce dont on a besoin. Alors, ça ressemble à des équations de points fixes, donc c'est assez naturel de tenter des itérations de points fixes. En plus, on a des sur-sous-solutions, des applications croissantes. Donc, on connaît le genre de technique que l'on veut faire. On sait, donc je vais faire une initialisation la plus bête possible, x0 égale à 0. Et je définis par récurrence xn plus 1 égale lambda txn plus f pour les n positifs ou nuls. De sorte que x1 est clairement positif, ça t0 ça vaut 0, f est positif, donc x1 est positif. En fait, comme f est strictement positif, x1 est strictement positif. Lorsque vous additionnez, on est dans un cône, à l'intérieur d'un vide, si vous additionnez quelque chose qui est positif ou nul et l'autre qui est strictement positif, c'est strictement positif. Bon, ça se voit trivialement avec un petit argument d'intérieur. Hein. C'est-à-dire que l'un est dans l'intérieur, l'autre est dans K, et donc il y a une petite boule autour de celui qui est dans l'intérieur. Et la petite boule plus celui qui est simplement dans K, ça fait une petite boule autour de la somme qui est dans K. Donc, trivialité. Bien. Donc x1 strictement positif, je le dis parce que cette notation x1 strictement positif, bah oui, la somme d'un truc positif ou nul, d'un truc strictement positif, mais non, ce n'est pas des fonctions, ce n'est pas des réels, etc. Hein. Donc c'est un peu plus, il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit là. La notation peut nous faire croire que c'est évident, alors que bah, il y a un petit truc à vérifier. Mais en tout cas, c'était totalement élémentaire. Si xn est strictement positif, bah, par récurrence, on voit que la suite xn est croissante. Puisqu'on itère la même équation et que t est une application croissante. Bien. Xn est croissante. Maintenant, clairement, x0 est inférieur ou égal à y. OK? Puisque x0, ça vaut 0. Ensuite, bah, vous voyez que comme y est supérieur à lambda ty, supposé par récurrence que xn soit inférieur ou égal à y,
bah, comme y est supérieur à lambda ty plus f, ty est supérieur à txn, c'est donc supérieur à lambda txn plus f, qui est xn plus 1. C'est le principe de la sursolution. Donc non seulement xn est croissant, mais xn est inférieur ou égal à y. Bon, donc on a une suite croissante qui est majorée par quelque chose. Alors on a envie de dire, elle converge. Oui, attention, ça dépend dans quel espace on est. Hein? Donc, l'hypothèse que l'on va faire est une hypothèse qui consiste à dire que si c'est croissant, en fait, si on prend une telle itération croissante, alors qui est uniformément majorée par un y, alors elle converge dans l'espace. Donc c'est une sorte de compacité croissante. Donc je vais peut-être garder ces hypothèses-là, effacer ceci. Vous voyez, donc ça c'est totalement élémentaire, c'est juste la positivité. Et donc je peux effacer ces deux lignes de construction pour dire que je fais une hypothèse que j'ai envie d'appeler compacité croissante. Dans le sens où si j'ai xn plus 1 égale lambda txn plus f, et que xn croît, que xn qu'il existe un y dans K tel que xn soit entre 0 et y, alors ça entraîne que xn converge. Donc, bien entendu, s'il converge, comme t a été supposé continu, eh bien, on a effectivement trouvé une solution de cette équation. Alors, quelques remarques là-dessus. Prenons quelques exemples d'espace. Si on travaille dans des espaces LP où P est plus petit que l'infini, bah, c'est automatique. Ça, la croissance, donc convergence presque partout, on a une domination par quelque chose qui est dans LP, qu'on soit dans un ouvert borné, dans Rn, ne change rien à l'affaire, ça entraîne la convergence dans LP. Fini. Donc là, c'est OK. En revanche, si je prends les fonctions continues, ou si je prends des espaces de Sobolev, ben, ça ne suffit pas. La croissance plus majoration, ça ne suffit pas. Parce qu'on va converger dans les LP, on va converger faiblement dans les W1P, on va converger vers quelque chose, mais on ne sait pas s'il est continu. Et donc, on n'a pas a priori la compacité. C'est là où on peut se servir, et donc ce qui manque, comme on a la convergence dans LP, c'est une information de régularité. Donc, ne suffit pas, sauf si T est un peu régularisant. Du style, bah, ça envoie un LP suffisamment grand dans les fonctions eulériennes. Ça, c'est typique de la régularité elliptique, voire même beaucoup plus. Ou si on est dans des cas tripoelliptiques, on gagne un petit cran de régularité, mais comme on itère, chaque fois on gagne un petit cran de régularité. Donc on peut créer la compacité qu'on veut. Donc je suis un peu vague, puisque c'est juste une illustration de ce que ça veut dire. Donc, dans la compacité, et on voit que le problème n'est pas un problème que dans les espaces LP, dans un domaine borné ou dans RD, il n'y a pas de souci. Et je mentionne RD parce que c'est typiquement une situation où le théorème de Krein-Rootman ne peut pas être appliqué, parce que l'intérieur n'est pas vide, parce qu'il y a plein de trucs. Bon. Donc cette hypothèse que l'on gardera quoi qu'il arrive, même quand on mettra l'intérieur vide, est très pratique. Donc pour la vérifier, c'est la combinaison de deux choses.
la majoration, la croissance, qui donne déjà une forme de convergence, pas dans l'abstrait, parce que dire que c'est croissant, ben, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas forcément d'opération de max, etc. Donc, bon, et en général, on ne peut rien dire. Prenez l'espace des fonctions continues, le cône des fonctions positives. Ben, je prends une suite croissante de fonctions positives, majorée, disons, même par une constante, qui est certainement une fonction continue. Ben, ça ne converge vers rien, sauf si, en croissant, ça converge vers quelque chose de continu. Mais si on n'a pas la continuité de la limite, ben, on n'a rien. Donc, il n'y a aucune raison que ça converge dans l'espace. Mais lorsqu'on traite des équations, on peut jouer avec les espaces. On a automatiquement donc la convergence dans des espaces de type LP. Et si T est un peu régularisant, ben on va gagner de la convergence dans tous les espaces. Hein, puisque de LP, on va un peu améliorer, puis on réaméliorera au coup d'après, et puis etc. etc. OK ? Parce qu'en fait, la seule chose dont j'ai besoin, c'est sur l'itération de lambda t plus f, hein, itérer k fois. Si je l'itère k fois, ben, c'est ça qui crée un peu de compacité. Alors, dans RD, dans un ouvert non borné, donc on a la majoration, il n'y a pas de problème à l'infini pour les queues. On a de la régularité qui améliore les choses, mais ça ne suffit pas tout à fait. Donc là, il faudra faire un tout petit peu plus attention. C'est-à-dire qu'il faut que la régularisation soit suffisamment bonne dans l'espace tout entier pour que l'on puisse assurer que, par exemple, la norme LP de tout le gradient converge. Localement, avec de la régularité, ça va, mais après, il faut être sûr que ceci est vrai suffisamment bien sur tout l'espace. Alors, pour les équations elliptiques, tout ça, c'est vrai, mais on vérifiera ça tranquillement plus tard. Bien. De toute façon, pour l'instant, je suis avec un intérieur de cas différent du vide, donc je suis plutôt dans des cas comme ceci, hein, dans des ouverts bordés. Hein. Lorsqu'on est dans les LP, l'intérieur du cône des fonctions positives est toujours vide. Bien. Alors, c'est croissante. Je vais mettre entre parenthèses respectivement décroissante. Si vous préférez la décroissance, c'est pareil. Hein. Là, vous n'avez plus à dire qu'il y a un Y qui est majoré, puisque c'est majoré, qu'il y a un Y qui majore tous les Xn, puisque la suite est majorée par les Xn. Donc, vous faites ce que vous voulez. Ça veut dire qu'on a le choix avec une autre itération où on part de Y et on pose Xn plus 1 égale lambda Txn plus F. Ça crée, comme précédemment, une suite Xn positive, décroissante, inférieure ou égale à Y. Et donc, l'hypothèse de compacité décroissante, c'est de dire que Xn tend vers X. Je ne connais aucun exemple où quand l'une est vraie, l'autre n'est pas vraie. Mais bon, on ne sait jamais. OK. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre je crois que c'est à peu près tout. Donc, on a un intervalle qui, pour l'instant, est peut-être réduit à 0. On a un intervalle pour lequel on a trouvé une solution du problème de résolvante qui nous intéresse. Observez que cet intervalle, pour l'instant, dépend de f. J'ai fixé f. Bon. Alors, plusieurs observations. Intervalle ouvert, unicité, et en fait, existence et unicité avec un second membre, avec un f quelconque pour les mêmes lambda. Donc, si on sait trouver une solution avec un f strictement positif, non seulement il y a existence, mais il y a unicité, et il y a existence et unicité en remplaçant f par un g positif quelconque.
Alors, commençons par intervalle ouvert. Donc, fait 1. Intervalle ouvert. Donc, on est en lambda, on a une solution de x égale lambda tx plus f, et je veux trouver une sursolution pour des lambdas un peu plus grands. Alors, donc je sais que x est dans K-ronde, ok. Et j'ai déjà supposé que f était dans K-ronde. Bon, ben, je vais tenter m fois x comme sursolution. Je vais poser y égale mx. Et je voudrais que ça soit une sursolution pour mu un peu plus grand que lambda. Donc m, là, c'est un réel plus grand que 1, que je peux prendre aussi grand que j'en ai envie. Alors, qu'est-ce que ça vérifie? Bah, si je regarde y moins mu t y, ça fait quoi? Ça fait mx moins mu tx. Bien. Ça, c'est l'homogénéité. X moins mu tx, x moins mu tx, ça fait... Oui. Je vais écrire moins m lambda, donc m x moins lambda tx. Ce faisant, je rajoute un m lambda moins mu tx. Bon, ok. Ok, et le premier, un truc qui me trouble, c'est le signe. Bon, je vais continuer, on va vérifier. Donc, x moins lambda tx, c'est f, et donc ça fait mf. Tel que j'écris les choses, c'est toujours une sursolution pour mu plus grand. Donc, j'ai dû me planter quelque part dans les signes. M fois x moins mu tx, donc ça paraît correct. Donc x moins tx, c'est mf. C'est trop simple. Plus lambda m fois lambda moins mu. Parce que là, je trouve que c'est négatif ou nul, donc c'est pas possible. Si je prends m égale à 1, ça marche l'argument. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai clairement un signe qui est faux dans ce que j'ai écrit. Si x égale à lambda tx, il n'est pas plus grand que mu tx si mu est plus grand que 1, et plus grand que lambda. Alors... Ah oui, en fait c'est bon. C'est ce qu'il faut, puisque je veux quelque chose de positif. D'accord, donc moins m lambda moins mu tx. Quand même quelque chose qui me tarabuste. Là-dedans, c'est les m là-dedans, et c'est m moins 1 fois f. Alors attendez. Oui, c'est ça. mf moins m lambda moins mu plus m lambda moins mu tx. OK. Et je veux, la question, c'est que je veux que ceci soit supérieur ou égal à f. Hein, c'est ça que je veux faire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour cela? Il faut que f soit supérieur à m sur m moins 1, lambda moins mu, tx. OK? Bon, ben ça c'est bon, parce que quand m tend vers l'infini, ça tend essentiellement vers 1. Et je sais que Tx est comparable à F, puisque les deux choses sont dans K-ronde, et je peux toujours supposer que Tx est majoré par C0 fois F.
D'accord? Et donc, et c'est mu moins lambda ici. Et donc, dès que mu moins lambda est inférieur strictement à C0, et strictement positif, ça c'est ce que l'on veut, eh bien, vous voyez que c'est 1 sur C0. Eh bien, vous voyez que le membre sans le m sur m-1, le membre de droite est strictement inférieur à une constante plus petite que 1 fois f. Et donc, pour m grand, cette hypothèse va être vérifiée. Et ceci est inférieur ou égal à f si m est suffisamment grand. Bien. Donc, on voit bien que si on a une solution, on a une sursolution sur un petit intervalle supplémentaire, à savoir tous les mu qui sont à partir de lambda jusqu'à lambda plus 1 sur C0. Alors évidemment, quand lambda croît, x est croissante en lambda. Puisqu'on rajoute de plus en plus de trucs positifs. Et donc, le tx lambda, il est croissant, donc le C0, il devient de plus en plus grand. Et donc, les intervalles, ils se réduisent de plus en plus petits, de plus en plus, formellement. Donc, remarque, x de lambda est croissant. Pourquoi c'est vrai? Eh bien, pensez à l'itération que j'ai faite tout à l'heure. À chaque itération, vous avez quelque chose qui est croissant en lambda. Bien. Donc, j'ai un intervalle ouvert. Mais cet intervalle ouvert, il peut être R tout entier. Enfin, R plus tout entier, 0 plus infini tout entier. Donc, pourquoi est-il borné? Donc ça, c'est la première question. Le deuxième aspect, c'est l'unicité et puis la résolution pour tous les seconds membres. Donc, en tout cas, voilà pourquoi on a un intervalle ouvert. Alors, le fait qu'il soit borné, le fait qu'on ait l'unicité, deuxième fait, on a existence pour l'équation x égale lambda tx plus g, où g appartient à k-0. J'enlève 0 parce que 0, on a la solution triviale pour tout lambda qui est 0. Donc, j'ai l'existence pour f, et en fait, j'ai l'existence pour tous les g. Pourquoi? C'est parce que la solution pour f est éventuellement multipliée, on sait que g est majoré par C0 fois f. Si je prends la solution pour f et que je regarde C0x, C0x est égal à lambda t de C0x plus f, par définition, plus C0f, pardon. Et C0f est supérieur à G. Donc j'ai une sursolution pour G. Bon. Donc si j'ai la compacité croissante, et honnêtement, dire que ça marche pour un f, on peut aussi bien dire que ça marche pour quel que soit f dans k-0. Mais à ce moment-là, je vais avoir existence. Donc même chose, cette hypothèse, quand on la vérifie, c'est complètement indépendant du second membre, l'hypothèse de cette demi-compacité.
En fait, c'est une sorte d'hypothèse de régularisation, fondamentalement. Il y a une convergence dans un espace très faible, et grâce à la régularisation, on a la convergence dans l'espace. D'une certaine manière, ce n'est pas vraiment de la compacité, parce que là, on a déjà une sorte de convergence. Bon, peu importe l'interprétation. Donc, l'existence. Donc, il est grand temps de passer à l'unicité. La construction de x0 est égale 0, xn plus 1 égale lambda txn plus f. On a vu que cette suite était majorée par toute sursolution. Donc si je prends x tilde une autre solution que celle construite par ces itérations croissantes, x tilde c'est un y. Et donc, cela veut dire que mon x est inférieur à x tilde. En d'autres termes, en partant de 0, j'ai construit la solution minimale. Là encore, fait totalement classique pour des applications croissantes. La solution construite est solution minimale. En fait, elle est unique. Bien entendu, x est strictement positif. Pourquoi? C'est même si on a pris un f qui est que dans k-0, ici je le mets dans k-0, mon f c'est à la fois mon f et mon g. Donc f est positif ou nul, mais t envoie les choses positives non triviales dans les strictement positifs. Donc x est strictement positif, et a fortiori x tilde l'est. Donc je vais démontrer que x tilde est égal à x par une astuce que moi j'ai appris dans un article de Letch. Je crois que c'était pour les inéquations quasi-variationnelles. Peut-être que ça existait avant, je ne sais pas. Pardon? Non, je crois que c'est pour les éculés la première fois. Ah, la première fois, oui. Et en tout cas... bon, il ne faut jurer de rien. Hein. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a un article? En tout cas, moi, je l'ai apprise là et en général, on parle de l'astuce de Letch. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, bien entendu, epsilon x tilde est inférieur à x, puisque c'est le lemme de comparaison si epsilon est positif petit. Et je vais baptiser θ égale le maximum de tel epsilon, donc le maximum des gamma dans 0, 1, tel que gamma x soit inférieur, gamma x tilde soit inférieur à x. D'accord. Si θ est égal à 1, et bien entendu, quand c'est vrai pour un gamma, c'est vrai pour tous les gamma plus petits. Si θ est égal à 1, alors x tilde est inférieur ou égal à x, on a l'unicité, puisque x est déjà inférieur à x tilde. Si θ est strictement plus petit que 1, montrer l'unicité, c'est obtenir une contradiction. Alors comment on fait? On regarde l'équation satisfaite par θ x tilde. Θ x tilde moins lambda, ça ressemble beaucoup à la démonstration que j'ai déjà faite pour la sursolution. Enfin, pour sursolution, c'est encore plus élémentaire, mais c'est le même esprit. Θ x tilde moins lambda t de θ x tilde, par définition, c'est égal à θf. OK.
Bien. Donc, en d'autres termes, θ x tilde est égal à lambda de t θ x tilde θ x tilde plus θf. Bon. Par continuité, θ x tilde est inférieur ou égal à x. Donc, ceci est inférieur à lambda tx plus θf. Et en fait, c'est même strictement inférieur à lambda tx plus θf. Pourquoi? Parce que le seul cas d'égalité possible, ça serait θ x tilde égal à x. Et je prétends que θ x tilde ne peut pas être égal à f parce que θf n'est pas égal à f. Ça vérifie, x vérifie cette équation avec f et l'autre avec θf. Ça, c'est parce que je veux simplement un f qui est positif ou nul, que je suis obligé de faire un peu plus attention. Donc, c'est strictement inférieur à lambda tx plus θf, et θf est lui-même inférieur ou égal à f. Donc, la moralité, c'est que ceci est strictement plus petit que lambda tx plus f, qui est égal à x. OK. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que θ x tilde qui était inférieur ou égal à x, en fait, il est strictement inférieur à x. Mais dans ce cas, je peux augmenter le θ un peu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je sais? Je sais que x moins θ x tilde donc est strictement positif. Et ça entraîne qu'il existe delta strictement positif, tel que x, c'est toujours le lemme de comparaison, est supérieur ou égal à delta de x tilde. Et donc, j'ai trouvé un nouveau θ, à savoir θ plus delta, avec la même inégalité que celle qui définit θ, et comme θ est l'élément maximal, j'ai une contradiction. Et donc, on a l'unicité de toutes ces équations. Donc, je vais maintenant résumer. Vous voyez, cet argument est très simple, hein, et je me sers de beaucoup de l'homogénéité positive. Donc, si on n'a pas l'homogénéité, on peut quand même faire beaucoup de choses. Unicité de x égale lambda tx plus g, avec g dans k-0. OK. Donc, à travers cet intervalle, j'ai construit, sur tout un intervalle maximal, enfin tout un intervalle, j'ai construit une solution et une unique solution de ces équations résolvantes. Donc, en lambda égale à 0, on a l'identité, et bien en fait, on a une application qui est définie de K dans essentiellement l'intérieur de K, sauf qu'elle envoie 0 en 0. Et qui consiste à cette résolvante. Donc x moins lambda t moins 1 est bien défini. OK. Quatrième fait. Et là, la première étape est de dire que l'intervalle est borné. Donc cet intervalle, je l'appelle 0, lambda 1 ouvert. Pour l'instant, je sais simplement que lambda 1 est inférieur ou égal à plus infini, éventuellement. Il est égal à plus infini. Dire que l'intervalle est borné, c'est dire que lambda 1 est fini. Eh bien, pour démontrer qu'il est fini, on va en fait se servir de quelque chose
qui est une sous-solution positive de l'équation aux valeurs propres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je prends un x0 quelconque, ou un z quelconque, dans l'intérieur de K, même d'ailleurs dans K moins 0. Clairement, Tz est strictement positif, donc il existe un mu tel que Z soit inférieur ou égal à mu Tz. Toujours le lemme de comparaison, il existe un mu strictement positif. Bon, lemme lambda 1 est inférieur ou égal à mu. Donc ça, de quoi il s'agit? C'est une sous-solution positive d'une équation, donc d'une équation aux valeurs propres, puisqu'il n'y a pas de second membre, et une sous-solution négative d'une équation aux valeurs propres. Ça n'est possible, une sous-solution positive non triviale d'une équation aux valeurs propres, ben, ça n'est possible qu'au-delà de la première valeur propre. Évidemment, c'est aussi valable à la valeur propre, puisqu'on a une solution positive. Et en fait, un tout petit peu après, dans beaucoup de problèmes, un tout petit peu après la première valeur propre, on a des sous-solutions positives d'équations avec un membre positif. C'est l'anti-principe du maximum. Et on traverse lambda 1, et de l'autre côté de lambda 1, quand on met un second membre positif, on peut résoudre si on a un trou spectral. Donc pour les équations elliptiques, il n'y a pas de souci. Et là, ben, on peut résoudre parce qu'il y a une valeur propre simple, ça on va y revenir. Et ça demande la compacité. Et on peut résoudre, et donc quand le second membre est positif, ben, la solution elle est négative. En fait, l'argument que je vais faire pour construire la solution montre l'anti-principe du maximum, puisque là, on est en train de construire des solutions positives. De l'autre côté, vous construisez des solutions. Et dans les deux cas de figure, une fois qu'elles sont renormalisées, elles vont converger vers la fonction propre. Si elles convergent avec un plus la fonction propre, ben on est du bon côté. Si elles convergent avec le signe moins, ça ne peut être que du mauvais côté. Bon. Je dis oralement ça parce que je ne vais pas pouvoir vous parler d'anti-principe du maximum, mais c'est une curiosité. Mais l'idée, c'est que quand on se rapproche de la valeur propre et qu'on prend la résolvante, si on renormalise, disons par la norme ou par quelque chose, on va se rapprocher d'une fonction propre si il n'y a pas trop de problème de multiplicité. C'est vrai pour les matrices. Bon, lemme lambda 1 est inférieur à mu. Avant de démontrer le lemme, je dis un corollaire, c'est que lambda 1 est inférieur ou égal à l'inf sur tous les z dans K-0 de l'inf des mu positifs tel que z soit inférieur à mu tz. D'accord? C'est un corollaire du lemme. Si on avait des fonctions c'est clair que ce truc qui dépend de z, ça serait la norme du sup du rapport de z sur tz. Ah, c'est la norme du sup, c'est le plus petit des majorants.
c'est exactement ce que je dis là. Donc, remarque ici, si on avait pour des fonctions et l'ordre canonique, la positivité habituelle, ce mu de z, cet infimum sur tous les mu, c'est en fait le sup de z sur tz. Et donc, ce que vous avez, c'est un z sur tz, c'est une fonction, je prends son sup. Donc, ce que vous avez ici, c'est un min-max, hein, fondamentalement. Et s'il est vrai qu'il y a une première fonction propre, il y a égalité. Parce que si je prends pour z égale x1, ben, le plus petit mu, c'est lambda 1, et donc ça descend, les mu de z, et descendent jusqu'à lambda 1. Remarque 1, remarque 2. S'il existe x1, première fonction propre, alors lambda 1 est égal à ce min-max. Bon, c'est une observation très simple qui est connue pour les équations elliptiques de très longue date. Mais c'est une trivialité. Et donc, mais en fait, il y a cette généralité quasiment abstraite. Donc, je vais me contenter, moi c'est min-max, essentiellement ça ne sert à rien. Donc, mais enfin, c'est une manière constructive d'écrire la première valeur propre. OK. Démonstration du lemme. Alors, supposons par l'absurde que mu soit plus petit que lambda 1. Ça veut donc dire que je sais résoudre x égale mu tx plus f, où f est dans l'intérieur de k. J'en prends un. Je prends un f et j'ai un x. Fondamentalement, z, c'est une sous-solution de ce problème. Donc, je sais que z OK. Z est clairement une sous-solution de ce problème. Et donc, j'ai déjà montré que la solution était en dessous de toutes les sursolutions. Je n'ai pas tout à fait montré que la solution était au-dessus de toutes les sous-solutions. Et donc ça, on s'attend à ce que ça entraîne que Z soit inférieur à X. Bon, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que cela entraîne, comme Z, on peut le multiplier par une constante quelconque, par C positif, on a toujours la même inégalité. Si Z est inférieur ou égal à X, ça entraîne que CZ est inférieur ou égal à X, quel que soit C positif, c'est-à-dire Z qui est inférieur à X sur C,
qui convergent vers 0 quand C tend vers l'infini. Et donc ça entraîne que Z égale à 0, contradiction. Donc si je démontre un fait qui est intéressant en lui-même, qui est que toute sous-solution est en dessous de la solution avant lambda 1, je vois que dès qu'on a une sous-solution, une sous-fonction propre, hein, il n'y a plus de second membre, alors ça veut dire que le mu est plus grand que lambda 1. D'accord? Donc si c'est en dessous, n'importe quel multiple de z reste à la même propriété que z, et donc c'est en dessous. Et la seule manière dont on peut avoir une inégalité comme ceci pour tout C, c'est si z est égal à 0. Donc la démonstration du lemme, pour lever le point d'interrogation, hein, on se pose en fait une question même un petit peu plus générale, c'est si z est inférieur à tz plus f. Pourquoi z est-il inférieur ou égal à x? Bien. Alors, le plus simple, c'est... je n'ai pas envie de me lancer dans une longue démonstration, je vais vous le faire si z est dans l'intérieur de K pour n'avoir rien à faire. Alors, si z est dans l'intérieur de K, je peux refaire la démonstration de Letch. Non. Oui, mais donc on va avoir une suite croissante, mais la question est, je ne sais pas quelle est en dessous de x, c'est de savoir qu'elle n'explose pas. Alors, ouais, non, c'est... non, si qu'elle n'explose pas, et pour ça, je peux le faire avec... ouais, je peux le faire comme ça. Donc, je vais dire qu'il existe... z est inférieur à C0x avec un C0 supérieur ou égal à 1. Et j'observe, et donc ça je l'appelle y, et j'observe que y est égal à lambda ty plus C0f, et donc c'est une sursolution avec f, parce que C0 est supérieur ou égal à 1. Et là maintenant je peux déclencher l'itération croissante. Donc x0 égale à z, xn plus 1 égale lambda t xn, il manque un lambda ici, lambda txn plus f. Alors, du fait qu'on a une sous-solution, donc les xn sont croissantes, x0 est inférieur à c0f, et comme à c0x, c'est-à-dire y, donc x0 est inférieur à y, et donc on a bien que les xn sont inférieurs à y, puisque c'est une sursolution. Voilà. Donc, il y a une solution qui est le minimum des sursolutions et le maximum des sous-solutions. C'est ce à quoi on s'attend, et c'est vrai jusqu'à lambda 1. Bien. Et donc, ça démontre que le lambda 1 est fini. On est presque au bout de nos peines, puisque maintenant,
Donc pour l'instant, hein, vous voyez aucune autre hypothèse. On a l'intérieur de K différent du vide. Là, on s'en est beaucoup, beaucoup servi. Mais on s'en sert toujours avec d'une seule manière, c'est la comparaison. C'est de dire que quand on a un truc strictement positif, ça domine des trucs positifs ou nuls avec une constante. OK ? Et je me suis servi de cette demi-compacité, hein, avec la croissance, domination et une équation, c'est-à-dire une forme de régularisation. Là, je vais avoir besoin d'un peu plus de structure pour réellement extirper la solution X1. Je vais faire en fait deux démonstrations. Une démonstration qui était essentiellement celle que je faisais traditionnellement, et puis une plus économique. De quoi s'agit-il? On a ce X de lambda qui est croissant. Quand lambda croît vers lambda 1 par valeur négative, par en dessous. Enfin, il croît vers lambda. Bien. X lambda ne peut pas converger. Parce que si X lambda converge, ça veut dire qu'on a une solution à lambda 1 et ça veut dire qu'on peut continuer. Donc X lambda est obligé d'exploser. Vous voyez que jusqu'à présent, d'ailleurs, il n'y a aucun moment où je me suis servi des normes, de quoi que ce soit. C'est pour ça que je parlais. S'il n'y avait pas l'addition, ce serait presque une construction métrique. Hein. Mais il y a quand même l'addition. Donc on est dans l'espace vectoriel avec une distance et avec qui sert uniquement à définir l'intérieur. Hein, on a une topologie. Et même la complétude, on ne s'en est pas réellement servi, puisqu'on a caché la convergence dans l'hypothèse. Donc on ne s'est pas servi de grand-chose, à ceci près qu'on s'est servi de l'intérieur de K différent du vide pour pouvoir comparer les choses. C'est vraiment ce dont on s'est servi. Donc première approche qui est beaucoup plus dans l'esprit du théorème classique, qui consiste à dire que T est compact. C'est-à-dire qu'il envoie les boules fermées dans des compacts. OK ? Donc ça, c'est une hypothèse très forte, et c'est celle qui est dans le Krein-Holtman. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'abord que x lambda, la norme, tend vers plus l'infini si lambda tend vers plus l'infini. Sinon, il existe lambda n, je reprends l'argument, ça doit exploser. Il existe lambda n qui tend vers lambda 1, lambda n plus petit que lambda 1, tel que x de lambda n est borné. Mais si x de lambda n est borné, comme x de lambda n, c'est lambda n qui converge, fois t de x de lambda n, plus f, ça, c'est une suite compacte, relativement compacte. Lambda n converge vers lambda 1.
Donc, à une sous-suite près, que je note toujours n, tel que x de lambda n' converge vers un certain x, qui par continuité vérifie x égale lambda 1 tx plus f. En d'autres termes, grâce à la compacité, si ça reste borné, j'ai une solution en lambda 1. Et là, j'ai une contradiction, puisque je sais que comme c'est un intervalle ouvert, il n'y a pas de solution de l'équation en lambda 1. Donc, x de lambda, en norme, tend vers plus l'infini. Et je baptise x chapeau de lambda égale x de lambda sur norme de x de lambda. Je renormalise. C'est ce que j'avais commencé à évoquer avec l'antiprincipe du maximum. De telle sorte que x chapeau de lambda est égal à lambda t de x chapeau, l'homogénéité, plus f divisé par la norme de x de lambda. Celui-là, quand lambda tend vers lambda 1, ça tend vers 0, parce que f, c'est le même f divisé par un truc qui tend vers 1 plus l'infini. Celui-là, il tend vers lambda 1. Et quant à maintenant l'hypothèse de compacité me dit que t de x lambda, c'est compact. Donc le même argument que celui que je viens de faire dit que si je prends une famille qui converge, j'en déduis qu'il existe, disons, une suite lambda n qui tend vers lambda 1, tel que x chapeau de lambda n converge vers x1 qui vérifie x1 égale lambda t de x1, lambda 1 t de x1. Qu'est-ce que je sais sur x1? Je sais qu'il est positif ou nul parce que c'est un cône convexe fermé. Et je sais qu'il est de norme 1. Donc il est non nul. S'il est non nul, l'équation entraîne que x1 est strictement positif. Donc là, je devrais dire que ceci, ça entraîne que x1 appartient à l'intérieur de K. En d'autres termes, est strictement positif. Parce que T envoie x1 strictement positif, on a construit l'objet. Donc ça, c'est première approche T compact, première approche fait 3, fait 5, existence de x1, première valeur propre. Donc la norme tend vers l'infini, parce que sinon on a une contradiction. Si elle tend vers l'infini, on renormalise, on utilise la compacité et on obtient l'objet que l'on voulait. Et il me reste à démontrer l'unicité de lambda 1, l'unicité de... d'une certaine... OK. Une remarque, c'est que si lambda 1 x1 est solution du problème aux valeurs propres, et si lambda 2 x2
Donc à partir du moment où on a montré si lambda 2 x2 est une solution, comme avant lambda 1, il n'y a pas de solution autre que 0 pour un second membre nul, donc on en déduit que lambda 2 est supérieur à lambda 1, parce qu'avant, il y a unicité. Et le lambda 2, c'est comme mon mu de tout à l'heure. Le lemme, c'est pour l'intervalle borné, c'est pour ça que je le mets là, j'aurais dû le dire avant. Et lambda 2, c'est mon mu de x2. Et je sais que ça... non, je ne sais rien du tout. Je sais que c'est supérieur à lambda 1, ça va dans le même sens. Donc, dans l'unicité, pardonnez-moi, j'ai anticipé, dans l'unicité, il faudrait que je démontre que c'est la seule valeur propre où j'ai une fonction propre qui est positive. Là, pour l'instant, je ne peux pas le faire. OK. Je sais que c'est la plus petite pour l'instant. OK, donc ça, c'est la première approche. J'ai construit une fonction propre en me servant de la compacité. Première approche, T compact. Ça, c'est typiquement l'argument dont je m'étais servi il y a fort longtemps. En fait, il y a une deuxième approche où on va un peu affaiblir. Une deuxième approche où on va affaiblir en se servant d'une forme de compacité dominée. Donc, ce ne sera pas les mêmes hypothèses, elles ne sont pas strictement comparables pour des raisons techniques que je veux pas du tout, sur lesquelles je ne veux pas du tout insister. Mais pour les EDP, la deuxième est beaucoup mieux fichue. Deuxième approche, c'est de fixer un point de référence dans l'intérieur de K et de baptiser A de lambda la plus petite constante positive telle que x de lambda soit inférieure à la plus petite constante positive soit inférieure à la plus petite constante, c'est-à-dire le minimum, soyons précis, le minimum des C positifs tel que x de lambda soit inférieur à Cx0. Donc on a bien que x de lambda est inférieur à A de lambda x0. Bon, alors même chose, je veux dire que A de lambda tend vers l'infini. Ça remplace la norme. En fait, c'est une manière, j'ai mesuré la taille de x de lambda par la norme dans la première approche. Et là, je vais la mesurer par le plus petit majorant, par rapport à un truc fixe. Si on travaille dans l'infini et qu'on prend x0 dans le domaine borné et qu'on prend x0 égale à 1, c'est la norme à l'infini. Mais en général, ce n'est pas la même chose. Et c'est surtout très différent quand on commence à travailler dans Rn, ce qui est quand même mon objectif à terme. Donc x de lambda inférieur à A de lambda x0. Bon. Premier cas, A de lambda est majoré par une même constante finie, voire pour une sous-suite où lambda n tend vers lambda 1. Comme tout à l'heure, je commence par le premier cas où la norme reste bornée. Donc, AX0, je l'appelle Y. Et donc, je suis dans une situation où j'ai
une solution x égale lambda tx plus y, avec lambda qui tend vers lambda 1, plus f, et je sais que x est majoré par un même y. Or, rappelez-vous la manière dont j'ai étendu un petit peu l'existence des solutions. C'était, si je refais la démonstration maintenant avec mx, celle où j'ai eu des soucis avec les signes, mx moins mu t de mx, et on avait trouvé mf, qui était très bon, moins, non, on avait trouvé m-1f, oui c'est ça, moins m, mu moins lambda, tx. Mais maintenant, je sais que les x ils sont majorés par un y, un même y. Donc les tx ils sont majorés par un même ty. Et donc tout ceci est supérieur à m-1 fois f, moins m mu moins lambda ty. Et donc je vois que je sais que j'ai une sursolution sur un intervalle lambda, lambda plus delta, où delta est uniforme quand lambda tend vers lambda 1. Et donc, j'ai une contradiction avec lambda 1. Donc, à partir du moment où j'ai la majoration, eh bien, l'argument de continuation de cette courbe de solution, il fonctionne uniformément quand lambda tend vers lambda 1, et s'il fonctionne uniformément quand lambda tend vers lambda 1, j'ai une contradiction. Pas de compacité. Alors que dans la première approche, déjà là, pour nier le fait que la norme tende vers l'infini, je me servais de la compacité. OK. Donc, le deuxième cas, le premier cas conduit donc à une contradiction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A de lambda tend vers plus l'infini. Quand lambda tend vers lambda 1. Eh bien, je vais faire la même chose que j'ai faite avec la norme, c'est-à-dire que je vais baptiser x chapeau de lambda. Je veux dire que c'est x de lambda divisé par a de lambda, et c'est inférieur à x0, et ça, c'est la plus petite constante. 1 est la plus petite constante pour une telle majoration. Donc pour x chapeau de lambda, c'est inférieur à x0, et ça ne peut pas être inférieur à un nombre plus petit fois x0. Et donc là, je vais faire une hypothèse de compacité dominée. En disant que si j'ai des z qui sont inférieurs à lambda tz quand lambda tend vers lambda 1. Mais en fait, c'est quand lambda reste borné. Hein. En pratique, le fait que ça tende vers lambda 1, ça ne sert à rien. Lambda tz, je peux avoir envie de mettre ici plus un epsilon lambda, où je sais que epsilon lambda, qui est positif, qui est dans l'intérieur de K, tend vers 0 quand lambda tend vers lambda 1.
et que Z surtout est strictement positif et il est inférieur à un Y indépendamment de lambda. Et donc, je veux dire, à ce moment-là, Z est compact. Donc, vous voyez, vous avez la domination, ce n'est pas une suite, c'est une famille où on bouge un peu le lambda, mais on a des solutions. Donc, c'est très, très proche de l'hypothèse de compacité croissante. On a la domination, et si l'équation crée un peu de régularisation, on a la compacité. Donc c'est une forme de compacité, mais ce n'est pas une forme aussi forte. Alors c'est vrai qu'un peu de régularisation, ça veut dire de la compacité. Mais c'est quand même beaucoup plus souple à vérifier, puis on verra des exemples où ce n'est pas aussi simple que ça, et qu'il y a une grosse différence grâce à la domination. OK. Donc d'une certaine manière, on n'a pas vraiment besoin que T soit compact, on a besoin que des approximations, et ça c'est un point que je vais répéter, on a besoin que des approximations de l'équation aux valeurs propres soient compactes. Et ça sera là. Et de la même façon que lorsqu'on cherche un minima d'une fonctionnelle un peu compliquée, on a besoin que les suites minimisantes soient compactes. C'est-à-dire que ça soit on n'a pas besoin que toutes les zones de niveau soient compactes. On a besoin que les zones de niveau près du minimum soient compactes. Dans la recherche de points critiques, c'est la condition de Palais-Smell. La condition de Palais-Smell, c'est une condition sur des presque points critiques. Donc, en fait, la seule compacité, la seule analyse que l'on ait réellement à faire, je vais le répéter, on va le revoir mise à l'œuvre, et c'est ça la leçon générale, c'est une analyse qui se passe sur des presque fonctions propres. Donc c'est pour ça que je vais un peu insister dès maintenant sur cette deuxième approche. Je n'ai pas tout à fait conclu. Quel est le rapport entre x chapeau de lambda et z? Vous l'avez compris. X chapeau de lambda vérifie l'équation lambda tx chapeau de lambda. Il est majoré par x0 plus un epsilon lambda qui est f divisé par a de lambda. C'est bien mon epsilon lambda, puisque a de lambda tend vers plus l'infini. Et donc, l'hypothèse m'assure que x chapeau de lambda, à une sous-suite près, converge vers un certain x1. Donc, la seule chose que je sache, c'est que x1 est positif ou nul, et il est plus petit que x0. Et qu'il vérifie, bien sûr, par continuité, x1 égale lambda 1 tx1. Mais x1 est pour être 0. Dans le cas de la norme, c'était facile, puisque dans le cas de la norme, c'était de norme 1, donc il ne pouvait pas être nul. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a un truc qui tend vers 0, donc ça c'est petit, et j'ai dit que la plus petite constante de majoration, c'était 1, et ça, c'est pas possible. Quand on a des trucs tout petits, on peut avoir des constantes de majoration toutes petites. Donc ça remplace la norme. Alors ça, il faut le mettre en place, il faut l'expliquer. Si x1 est égal à 0,
Ben, on va avoir une contradiction. Pourquoi? Donc ça veut dire quoi? Parce que x chapeau de lambda n tend vers 0. Et donc, si je dis qu'il existe une boule de rayon ρ telle que B de x0 ρ, la boule centrée en x0 de rayon ρ est contenue dans K, je vais en déduire que x0 moins mu x chapeau de lambda comme x chapeau de lambda tend vers 0 appartient à B de x0 ρ quand lambda tend vers lambda 1, quel que soit mu strictement positif. Je prends un mu strictement positif, ça tend vers 0, ça rentre dans la boule, et donc c'est positif. Donc en particulier, si je prends un mu qui est strictement plus grand que 1, je le fixe. Mu x chapeau de lambda tend vers 0, donc ça rentre dans cette petite boule, donc c'est positif. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x chapeau de lambda, pour lambda grand, est inférieur à 1 sur mu x0, et j'ai donc trouvé une constante strictement plus petite que 1 avec la majoration, ce qui est une contradiction. Donc c'est là encore, vous voyez ce dont je me sers énormément. C'est toujours de ces histoires de pouvoir comparer les choses l'une à l'autre. Et c'est en fait extrêmement puissant. Et donc, je me sers systématiquement de majoration, d'où des compacités croissantes dominées, d'où cette compacité dominée pour des solutions, en me disant il y a quand même un moment où il faut que j'extrais de la convergence pour la norme, et donc là, il y a un chouïa de compacité. Bon. Dans des cadres linéaires, on va pouvoir se servir, et je vais y venir dans un instant, dans les cas linéaires, on peut servir de la convergence faible. Et là, pour l'instant, je suis en plus en non linéaire. Bon, je n'ai pas exploré systématiquement la littérature, mais je sais que quand j'avais introduit ce genre de technique pour des problèmes positivement homogènes à cause des équations de HJB, de Monge-Ampère, etc., il n'y avait rien dans la littérature que j'aurais pu appliquer. Hein. Donc il y a l'aspect non linéaire, mais ce sur quoi je veux insister, c'est plus sur travailler un peu différemment la compacité. Donc c'est une variante. Je vous ai fait une démonstration d'une forme du théorème de Krein-Rootman, et vous voyez maintenant les hypothèses. Je n'ai pas encore tout à fait fini, il reste l'unicité. Hein. Mais vous voyez les hypothèses, ces hypothèses avec l'intérieur de K différent du vide, l'hypothèse de compacité croissante, et ou bien la vraie compacité, ou bien cette forme de compacité dominée. Et à ce moment-là, on sait qu'il existe un lambda 1, qui est aussi le min-max dont j'ai parlé, tel qu'on peut résoudre de manière unique toutes les équations jusqu'à lambda 1, et qu'en lambda 1, il existe une fonction propre. Donc, conclusion. Il existe x1 strictement positif de x1 égale à lambda 1 tx1.
unique à une constante multiplicative près. Constante positive. Alors, ça, je ne l'ai pas encore démontré. OK, donc je prends une autre solution, y égale lambda 1 ty, avec y dans k moins 0, ce qui entraîne y strictement positif, je l'ai déjà dit. Donc, ça veut dire que l'on peut comparer. Je sais qu'il existe, et je prends directement le θ qui est le max des gamma positifs, tel que gamma y soit inférieur à x. Qu'est-ce que je suis en train de faire à x1? À nouveau, l'astuce de Letch. Comme y et x1 sont comparables, je sais que θ est strictement positif et qu'il est fini. Et je sais par continuité, le code est fermé, que θy est inférieur à x1. Bien entendu, θy vérifie la même équation. OK. θy est inférieur à x1. Et donc, ceci est strictement plus petit que lambda 1 tx1. Donc, j'ai supposé qu'il n'est pas égal et obtenir une contradiction. Donc, je vais mettre si il est différent. À ce moment-là, θy est différent de x1 et donc je récupère une inégalité stricte. Et donc θy est inférieur à x1, strictement. Donc ça veut dire que x1 moins θy est strictement positif, et donc il existe un delta positif tel que x1 moins θy soit supérieur ou égal à delta y. Et ça veut dire que j'ai une contradiction, puisque j'ai trouvé un delta, j'ai trouvé un θ plus grand. Toujours le même argument. Donc ça, c'est l'unicité de la fonction propre. Alors, l'unicité de la valeur propre, c'est aussi ce même genre d'argument. Donc, remarque, si on a un y strictement positif, ou positif non nul, c'est la même chose, un mu strictement positif avec mu, enfin c'est plus qu'une remarque, c'est souvent on le met dans le théorème de Krein-Rootman, mais avec un mu qui est tel que y soit égal à mu fois ty, alors mu est égal à lambda 1, et y est une constante fois x1, ça on vient de le voir. Donc on sait déjà que mu est supérieur ou égal à lambda 1, et donc je démarre en disant si mu est plus grand que lambda 1. Alors il faut que je continue, que je fasse exactement le même argument, mais je pense que là il faut que je démarre avec x1. Donc je prends θ qui est le max des gamma tel que gamma x1 soit inférieur ou égal à y.
À nouveau, c'est des trucs strictement positifs, donc je sais qu'il en existe. Et que donc il est fini. Θx1, c'est lambda 1 de t de θx1. T de θx1 est strictement positif, lambda 1 est strictement plus petit que mu, donc ça c'est strictement plus petit que t de θx1, qui est inférieur ou égal à mu de ty, qui est égal à y. Mais le point important, c'est que j'ai une inégalité stricte ici, et que donc c'est le même argument que précédemment. J'en déduis qu'il existe un delta tel que θ plus delta x1 est encore inférieur ou égal à y, et donc c'est fini. Donc, je ne recommence pas la démonstration, c'est encore plus simple que cette démonstration. Là encore, la linéarité ne sert à rien. C'est toujours l'homogénéité qui joue. Au passage, sur l'homogénéité, vous voyez que fondamentalement, l'homogénéité m'a servi parce que j'ai renormalisé dans les deux approches à l'existence. Je m'en suis un peu servi avant, mais on pourrait mettre des hypothèses de comportement qui sont sur la croissance qui permettraient d'avancer aussi bien. Ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est vraiment lorsque je construis les solutions, les vecteurs propres, je renormalise, et en renormalisant, ce que l'on fait naturellement apparaître, c'est ce qui joue, c'est le comportement à l'infini, si vous me permettez l'expression. C'est le comportement à l'infini de l'application grand T. Et donc, en fait, lorsque T n'est pas homogène et que vous faites cette construction, si T est grosso modo affine, mais qu'il est homogène à l'infini, eh bien, à ce moment-là, ce que vous récupérez après renormalisation, c'est la partie homogène. Vous n'allez pas mieux faire que construire une fonction propre de l'équation homogène, qui est la partie homogène à l'infini. Donc, il n'y a pas le choix, hein. C'est assez naturellement homogène, c'est vraiment un vecteur propre qui est défini à une constante multiplicative près, et donc c'est pas plus non linéaire que l'homogénéité de degré 1. Donc voilà ma variante du théorème de Krein-Rootman, qui repose néanmoins sur une hypothèse fondamentale, qui est ma variante abstraite. Après, on va travailler sur des équations, donc on va être beaucoup plus concret. Mais j'ai essayé un peu d'extraire les idées abstraites, parce que l'abstraction permet parfois d'un peu mieux voir ce que l'on trafique sur les exemples. OK. Avant de quitter ce point de vue abstrait, je voudrais faire une petite parenthèse linéaire. Je viens de dire le rôle de l'homogénéité de degré 1. Quid du cas linéaire? Qui peut le plus, peut le moins? Évidemment, si c'est vrai dans le cas positivement homogène, c'est vrai dans le cas linéaire. Et le cas linéaire est le théorème de Krein-Rootman classique. Bon. Donc ça, je n'en dis pas plus. Je vais dire 2-3 choses de plus. Sur, d'une part, les résolvantes.
et puis d'autre part l'adjoint. Enfin, je vais surtout dire qu'il est l'heure. Et donc je ferai le cas linéaire la semaine prochaine. Mais je ferai une hypothèse, qui est une hypothèse qui n'est pas vraiment gênante, que K-K est l'espace tout entier. Parce que pourquoi je veux dire que les résolvantes sont inversibles, enfin que les résolvantes existent, sur E tout entier. Il est clair que si je n'ai qu'une information sur un cône minuscule, je n'aurai aucune information sur l'espace tout entier. Et la bonne manière de dire que le cône est suffisamment grand, c'est de dire que tout vecteur de E peut se décomposer en la différence de deux vecteurs positifs. En d'autres termes, on est dans des espaces fonctionnels où on peut toujours trouver une décomposition, une différence de deux fonctions positives. Et ça, c'est vrai pour tous les espaces fonctionnels que je crois. Ça ne veut pas dire que la partie positive opère. Hein. C infini, on peut toujours représenter les fonctions C infini comme la différence de deux fonctions C infini. D'une certaine manière, si j'oublie les problèmes à l'infini et que dès qu'on a des espaces où on a la bornitude, ben on prend une grande constante et puis c'est pour l'une et c'est gagné. Dans des espaces plus faibles, la partie positive et la partie négative opèrent, donc il y a zéro problème. Donc il n'y a jamais aucun problème quand on a des espaces fonctionnels. Voilà, donc ça, ce n'est pas une hypothèse. Et ce que je veux voir la semaine prochaine, en début de séance, c'est pourquoi si lambda plus grand que lambda 1, I moins lambda t est un isomorphisme de E sur E. Et puis, l'autre chose que je veux voir, c'est quid de T étoile. Et qu'est-ce que l'on peut dire du cône adjoint? Donc ça se passera dans l'espace adjoint. Donc cette partie-là, elle sera très très facile. Et quant à l'étoile, là, il va falloir qu'on travaille un peu. Il y aura même une hypothèse, etc. Je vais peut-être arrêter là. Ouais, je vais quand même arrêter là. Je ne vais quand même pas vous imposer. J'ai commencé en retard, mais je finis aussi très en retard. Donc, j'ai fait à peu près mes 2 heures. Et donc, je recommencerai dans le cadre linéaire la semaine prochaine. C'est fini pour aujourd'hui.